Nous allons passer la parole à plusieurs personnes qui vont parler de leur intervention dans le projet. Il y aura Madame Laura Siviero qui va commencer, et puis Madame Barbara Beruti pour l'Historetto, Flavio Febraro pour l'Historetto également, Monsieur Frédéric Bouilleux pour l'Alliance française de Turin, et nous terminerons avec Monsieur Serge Caramonti pour la Fédération des associations du Comté de Nice. Bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous. Et je suis Laura Siviero, je suis la nouvelle référente des projets internationaux de l'Ufficio Scolastico Regionale. Et je voudrais tout d'abord remercier les institutions et les associations et bien sûr les écoles qui ont pris part au projet. Je suis arrivée, vous le savez, au cours de route à la fin du Comenius, et je me suis passionnée au thème de plus en plus en le suivant. Mais c'est grâce à cette publication que j'ai découvert le mieux tous les passages, les approfondissements dont les enseignants ont pu bénéficier pendant ces 2 années. Et j'ai pu apprécier l'effort de tous les partenaires pour faire revivre aux 2 régions, le Piémont et Nice, leur histoire commune, leurs moments de cohabitation, leurs troubles de pays partagés, leur force de maintenir les contacts. La publication finale a la valeur de laisser une trace, de harmoniser le travail fait jusque-là. Elle se partage, vous l'avez reçu, elle se partage en 3 parties. La présentation des partenaires qui contient une description des institutions, des associations et des écoles et leur implication dans le projet. La partie historique, rédigée par l'Historetto, qui présente un résumé des relations des séminaires, plusieurs résumés des relations des séminaires. Et la partie pédagogique, développée par l'Alliance française. Le projet a été développé, on l'a déjà dit, donc sur 2 axes, historique et linguistique. Les séminaires historiques ont présenté au cours des 2 dernières années l'analyse des moments les plus significatifs de l'interaction entre les 2 territoires, à partir des sentiments romantiques de l'identité nationale accumulés pendant la moitié du XIXe siècle, de l'alternance de la paternité des lieux et les différentes réactions des habitants. Un équilibre entre un sentiment d'appartenance à la France, à l'Italie ou d'indépendance. Un témoignage que je retiens vraiment intéressant a été présenté à travers le journalisme contemporain et le document de l'Archivio Storico de la ville de Turin. Les rapporteurs ont ensuite laissé émerger le contexte linguistique, culturel à travers la poésie occitane et les images topographiques qui ont montré le développement d'une luxueuse architecture belle époque avec les palais, les villas qui ont été l'objet de visites par les enseignants au cours des comités de pilotage. Ils ont parlé de migration piémontaise, économique et politique, et des premières demandes de naturalisation. Je voudrais vous lire à la page 54, comme ça on peut aller un peu dedans dans la publication, un extrait de l'intervention de Madame Simonetta Tombaccini-Villefranche. Presque à la fin, parce que ce thème j'ai trouvé vraiment curieux, ce thème de la migration, italienne, mais au moment où les demandes de naturalisation ont été très peu. Alors, elle dit, réflexe typique des migrants dans le pays d'accueil, ils avaient tendance à se rapprocher. Ainsi, y avait-il des Piémontais dans la vieille ville, des Ombriens dans le quartier de la Madeleine, des Toscans à la Turbie. Peu de contacts entre eux, chacun privilégiant ses compatriotes. Peu de rapports aussi avec les Niçois. Preuve en est la faiblesse de naturalisation à la première génération. Il faudra attendre des années 1930. Et cependant,
je dis même dans cette solitude des groupes de migrants, les premiers journaux italiens, la musique et les témoignages de la tradition ont paru de la partie de ceux qui sont allés en France pour trouver la liberté. Il émergeait aussi, dans des cas d'exode massif de certains pays, tels que Peveragno. Et le récit historique a montré une très forte présence d'origine italienne dans la zone française pendant la période entre les deux guerres mondiales. La persécution raciale a été encore la cause d'un nouvel exode des Juifs et des partisans qui ont traversé les Alpes, dans les deux sens, pour échapper à l'oppression. Une histoire de migration, donc, triste, mais en même temps forte, qui a laissé des traces dans la culture et le sentiment commun de proximité qui nous permet de nous reconnaître, de nous rechercher toujours, comme si l'on était imparfaits les uns sans les autres. La deuxième partie de la publication présente des travaux de formation linguistique des enseignants sur les documents historiques selon la méthodologie CLIL-EMIL. On a déjà dit, M. Lupo l'a déjà dit, ce qui est très important pour nous. Un effort de changement de perspective de la part des enseignants qui est considéré fondamental par l'Europe pour le développement de nos étudiants vers une citoyenneté européenne. En Europe, on travaille sur ce sujet depuis longtemps, comme on le voit par la communication de la Commission pour le Parlement au Comité des régions de 2003. Promouvoir, le thème c'était promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique. Un plan d'action qui était à ce moment-là 2004-2006. Aujourd'hui, les CLIL sont aussi une réalité en Italie. Selon les DPR 86, 7, 8 et 9 du 2010, qui prévoit l'enseignement d'une discipline non linguistique en langue étrangère lors de la dernière année des lycées et des instituts techniques et pendant les 3 dernières années des lycées linguistiques. Les enseignants donc doivent renouveler leur méthode d'enseignement, se remettre en jeu, faire devenir leur enseignement plus efficace pour répondre aux objectifs européens. Le travail sur la langue et sur l'histoire proposé par l'Alliance française s'est développé à travers l'apprentissage effectif d'un niveau commun de langue française, l'analyse de documents authentiques issus de sources historiques, la comparaison de manuels scolaires, la compréhension de documents oraux, la participation active aux travaux pratiques des groupes italo-français, même en visioconférence. Ils sont partis de l'analyse de besoins des professeurs, vous la trouverez à la page 75, où on peut lire les enseignants au même titre que l'étudiant doit être en mesure d'opérer plusieurs lectures des textes proposés et de comprendre l'intérêt qu'ils présentent. Il s'agit donc d'aller de la compréhension du document vers la production d'une dissertation. Cet exercice n'est pas un exercice de créativité. Il consiste à mettre en forme son savoir, à mobiliser et à ordonner ses connaissances pour répondre à une problématique, à un problème posé par un sujet donné. Donc ça, c'est un peu différent de la méthode italienne de l'enseignement de l'histoire. Et donc pour nous, c'est, on peut dire en français, un saut de qualité. Alors il faut effectivement changer de perspective. Encore l'Alliance française, vous voyez dans les pages suivantes, a proposé un exemple d'unité didactique, le récit historique passé simple par exemple, et puis après l'atelier d'histoire. Chacun présente la durée, les objectifs pragmatiques, les objectifs linguistiques, socioculturels et le texte. Et là, on a une première partie d'exercices sur la langue, et puis après, des exercices sur le texte, des questions, des approfondissements. Et on a travaillé, vous voyez à la page 85, on a travaillé sur des textes originaux.
Et par exemple, le texte de Simonetta Tombaccini, La vie de la noblesse niçoise. Alors, nous souhaiterons que cette expérience, qui a été pour nous très positive, puisse être utilisée par d'autres enseignants. Donc cette publication est la publication que vous ferez, qu'on espère de pouvoir mettre ensemble et de diffuser à tous les enseignants, puisse être un instrument pour d'autres enseignants pour enseigner l'histoire en français. Je vous remercie et bonne journée.